La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle vous propose des solutions d'affaires tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, adaptées à vos besoins. La Financière agricole du Québec, fier partenaire de votre réussite. La Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse d'être partenaire de cette émission qui met de l'avant le savoir-faire des producteurs agricoles ainsi que la passion qui les anime. Nous sommes fiers de faire partie de la recette. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous allons du côté de Charlevoix pour parler du bien-être en agriculture. Et tout d'abord, nous allons nous rendre du côté de Saint-Hilarion pour rencontrer Mélanie Gourde, qui est une travailleuse sociale spécialisée en milieu agricole, qui va nous parler de la santé psychologique des producteurs. Par la suite, nous allons aller du côté de Baie-Saint-Paul pour rencontrer Richard Bouchard, qui lui est producteur laitier. Il nous parlera du bien-être animal. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Bonjour, je m'appelle Mélanie Gourde, travailleuse sociale spécialisée en milieu agricole. Aujourd'hui, on est à la ferme Tremblay à Saint-Hilarion, dans Charlevoix. Bien, en tant que travailleuse sociale, pour être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux, il faut avoir complété un baccalauréat au niveau de l'université. Par la suite, pour moi, ce qui est plus en milieu agricole, c'est sûr que mon expertise que j'ai développée étant conjointe d'agriculteur, puis également avec mon chapeau d'agricultrice, j'ai pu aller accumuler mes connaissances, là, puis vraiment découvrir le milieu agricole là, et la culture agricole plus spécifiquement. Mais il n'y a pas de formation spécifique à l'agriculture? Non, pas actuellement. Est-ce qu'on en viendra un jour à? Peut-être. Moi, mon idée est que souvent, on dit que pour qu'on puisse aider les agriculteurs, il faut au moins connaître un peu leur réalité, comprendre leur langage. Moi, je dis que l'agriculture, c'est un mode de vie. Même des fois, je vais plus loin, c'est une culture. Des fois, on n'utilise pas les mêmes termes, les mêmes expressions. Il faut connaître vraiment, là, avoir un minimum de connaissances pour pouvoir orienter l'agriculteur qui est dans le besoin, selon moi. Tu as décidé de devenir travailleuse sociale, ça c'est une chose, mais en milieu agricole, pourquoi avoir choisi ce milieu-là? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce milieu-là? Bien, il y a 14 ans, quand j'ai rencontré mon conjoint, moi je venais de la ville, là, donc je venais de la banlieue, donc j'avais pas de lien de proximité avec l'agriculture. J'ai rencontré mon conjoint et puis j'ai rencontré une routine super intense avec laquelle je suis tombée amoureuse, mais je me suis rendu compte aussi que le milieu agricole vivait un stress qui est omniprésent, lié à différentes choses, de différents éléments, différentes sources de stress. Puis ça a vraiment piqué ma curiosité à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les accompagner là, à avoir une meilleure qualité de vie. Et pendant ta formation, qu'est-ce que tu apprends? Comment on apprend justement à travailler avec... Parce que c'est des humains, là, à la base, c'est un peu plus compliqué. Comment on apprend à travailler avec ces gens-là? On apprend à travailler, à les recevoir, à les écouter. Il y a toute une dynamique qui est de quand la personne se présente, elle est là pour venir chercher de l'aide. Donc, il faut premièrement vraiment analyser un peu sa situation, bien la connaître. De là, l'importance un peu de connaître la réalité agricole. La personne vient également chercher des outils. Donc, on apprend à développer ces éléments-là à partir de la réalité spécifique de la personne. Je vais aller voir les petits bouts, je vais aller par derrière. Il faut qu'on sorte ailleurs. Ben, on peut passer là par la gauche. OK. On va aller voir les petits bouts.
Les agriculteurs ont à concilier travail, vie de famille. Souvent, les entreprises se passent de génération en génération. On travaille avec notre conjoint, on travaille avec notre père. Ça apporte une dynamique particulière quand vient le temps de faire la gestion de conflits ou tout dans la gestion de l'entreprise. Là. Il y a quelque chose de particulier là, à connaître vraiment au niveau agricole. Et depuis le début, bon, que tu as commencé tes études versus aujourd'hui, est-ce que tu as vu une certaine évolution? Est-ce que la situation est plus grave qu'avant? Est-ce qu'on retrouve de plus en plus de producteurs qui ont besoin d'aide? Je ne peux pas faire le parallèle vraiment à mes débuts versus maintenant. Si je parle le côté plus historique de l'agriculture depuis plusieurs années s'est transformée. Avant, on faisait de l'agriculture pour nourrir sa famille, nourrir les voisins, nourrir son village. Maintenant, c'est des entreprises au niveau qui nourrissent la population globale, donc autant au niveau des pays, mais on peut le faire au niveau mondial également. L'élément le plus spécifique au niveau agricole qui a changé, moi je pense, c'est qu'il y a des ressources qui se sont mises en place. On a l'organisme au cœur des familles agricoles, les travailleurs de rang, la maison de répit. On a différents intervenants qui se sont peut-être spécialisés. On parle des organismes auprès des hommes qui ont développé des volets agricoles. Moi je pense, on parle aussi de notre UPA qui a développé dans la dernière année, là on a entendu parler, la formation de 600 sentinelles en milieu agricole. Donc ça l'a changé. Est-ce que la situation est pire ou moins pire? Écoute, pour moi, en ce moment, plus il y aura de ressources pour aider les agriculteurs et les accompagner, plus ce sera gagnant. Il existe, bien entendu, différents organismes dépendamment de la problématique. Je pense qu'un agriculteur ou une agricultrice qui est vraiment dans une phase de crise, donc il y a vraiment des présences des suicidaires, donc il a commencé à mettre en place un plan ou avoir des visions de comment il pourrait mettre un terme à sa vie. Vraiment, là, je réfère au 1-866-APPEL, qui est vraiment des spécialistes pour la gestion de crise suicidaire. En tout temps, lorsqu'on parle d'un agriculteur qui a un besoin, on a maintenant la ligne Info Sociale, le 811. Donc, on peut appeler à cet endroit-là. Et à l'option numéro 2, où est-ce que là, on se tombe à avoir un service 24/7 d'un intervenant qui est présent pour répondre à nos questions, à nos angoisses, nos insécurités. Et cet organisme-là permet aussi d'être référé dans votre CLSC le lundi suivant là, ou dans la semaine suivante là, pour qu'un travailleur social prenne contact avec vous. Donc, quelqu'un qui est plus proche, là. Oui, tout à fait. Et puis, cet service-là peut également vous servir à titre informatif. Vous êtes dans votre région, vous avez besoin d'une ressource, je ne sais pas moi, au niveau des services budgétaires, services alimentaires, quoi que ce soit. Cette personne-là va vous référer le nom de la ressource, vous donner les coordonnées pour, à ce moment-là, vous puissiez communiquer vous-même avec elle. Toujours les CLSC qui sont près de chez vous, que vous pouvez appeler directement, que les coordonnées se trouvent quand même assez rapidement, là. Et puis, au niveau spécifique agricole, qui ont un mandat d'intervention spécifique à la réalité agricole qui couvre l'ensemble de la province, mais il ne faut pas nier la présence de l'organisme au cœur des familles agricoles qui ont un service, une maison de répit. La maison de répit sert à recevoir des agriculteurs qui ont besoin, cela dit, d'un répit, d'un temps là, loin de la ferme, loin de leurs préoccupations. Souvent, les agriculteurs vont dire « mais moi, de toute façon, j'ai pas le temps d'aller là », mais je pense qu'à un certain moment, les gens qui ont besoin de ça peuvent, sur une période de 2, 3, 4 jours, venir réfléchir, là, relâcher la pression sur ce qu'ils vivent au quotidien. C'est quoi les éléments déclencheurs qu'un producteur là, il peut devenir en détresse ou avoir besoin d'une aide? Je dirais que c'est à différents niveaux. Mettons que je nomme des éléments, puis ça dépend toujours de l'intensité de chacun. On parle, c'est sûr qu'en saison estivale, tout ce qui est de la météo, également que là, souvent les producteurs sont en culture. On a vu dans le coin de la Montérégie les inondations. On a vu dans le coin de Québec la grêle qui a tombé. Ça a un impact général sur l'agriculteur, si ce n'est que quand les sécheresses s'installent ou quoi que ce soit. C'est sûr que la période estivale, gorgée des travaux au champ, en plus des travaux dans les étables et ou dans les bâtiments, c'est un élément critique, là, une période critique que je peux dire. Bien sûr, il reste toujours l'endettement. Hein. Nos agriculteurs sont très endettés. Ils ont à vivre avec cet élément de stress-là, si on veut, qui est omniprésent, qui est toujours là, performer, mais toujours le parallèle entre oui, je travaille, mais d'un autre côté, je veux laisser de la place à ma famille, je veux passer du temps à ma famille. D'un autre côté, je n'ai pas les moyens de m'engager en employé. Comment je fais pour avoir un temps de répit? Il y a tous ces parallèles-là qui sont là.
Un élément aussi que je trouve qui est important, c'est la valorisation du travail fait derrière le produit. Si les consommateurs pouvaient évaluer le travail qui a été fait derrière le verre de lait, derrière la fraise du Québec, tout le parcours, pas juste du produit sur la route, mais tout le travail au champ qui est fait ou dans l'étable, je pense qu'il y aurait une meilleure conscientisation et une plus belle valorisation de la profession agricole. Alors Mélanie, parle-nous, c'est quoi les signes avant-coureurs qu'on peut détecter chez un producteur qui va plus ou moins bien? Bien, comme chez n'importe quelle personne, moi je dirais que c'est le changement de comportement. Donc une personne qui était très volubile, qui parlait beaucoup, qui se met à s'isoler, qu'on voit moins dans les rencontres. Un agriculteur qui avait tendance à être une personne très positive, qui voyait un peu la vie très facilement, qui a tendance à voir les choses plus négativement, à voir plus le côté négatif que le côté positif. Ou à l'inverse, quelqu'un même qui était très isolé puis qui du jour au lendemain se met à être très exclamé. Puis tout ça, c'est vraiment le changement de comportement. Ça vaut la peine de venir poser la question à ce moment-là, du fameux comment ça va, est-ce que c'est une bonne période en ce moment, des choses comme ça. On ralentit. Moi, je pense que pour être prêt à aider, à vouloir détecter des choses, il faut le vouloir, il faut sortir de son cadre professionnel. Puis ça, c'est volontaire à chaque individu, on ne peut pas les forcer. Et comment tu vois l'avenir de la santé de nos producteurs agricoles? Bien, je pense que je suis une grande optimiste. Dans ma tête, pour moi, on est sur le bon virage, on est en train de tourner vers le positif dans le sens qu'il se met des ressources en place. Aussi, les agriculteurs, je pense que si on parle de conscientisation, pour ma part, il faut que ça soit fait dès leur formation en milieu agricole, hein, donc dans les écoles d'agriculture, qu'on puisse les conscientiser sur l'importance d'être accompagnés, de demander de l'aide. Pour moi, là, le meilleur est à venir dans ce sens-là. Alors Catherine, cette semaine, notre émission porte sur le bien-être en agriculture, autant l'aspect humain que bien-être animal. Est-ce que tu as trouvé des choses au niveau de l'histoire qui se faisaient par rapport à ce thème-là? Oui, Cathy. Évidemment, quand on parle de bien-être en agriculture, c'est un souci qui est très ancien. Avant même l'apparition des syndicats, des associations professionnelles et tout ça, on avait quand même le souci de préserver la santé des gens qui pratiquent l'agriculture. Hein? Ça va de soi. Sauf que ce n'était pas nécessairement au niveau de la société comme telle, plutôt au niveau des outils, des instruments qu'on utilisait dans les champs. Et là, à ce moment-là, ça devenait intéressant de prévoir des outils adaptés au travail très, très difficile qu'il pouvait y avoir dans certains cas, que ça soit pour essoucher, que ça soit pour ratisser. Ici, on a une belle collection de râteaux qu'on voit ici, dont celui-ci qui a été forgé à la main. Alors, ça nous montre qu'il y avait quand même ce travail-là qui pouvait être fait au niveau des outils. Il y avait aussi la quantité de personnes qui s'adonnaient à l'agriculture, hein, parce que ça va de soi. Quand on est une famille de 12 personnes et qu'on peut avoir l'entraide, l'aide des enfants pour travailler un champ ou élever les animaux, prendre soin, bien, la pression qui est mise sur chaque personne est beaucoup moins importante. De nos jours, bon, on le sait, les agriculteurs, les familles sont souvent plus petites, la relève est différente, alors ça peut aussi avoir un impact important sur le bien-être en agriculture. On utilisait toutes sortes de dispositifs pour faciliter les choses, notamment le javelier, qui était aussi un instrument très utilisé dans nos campagnes québécoises au 19e et même au 20e siècle. Et on voit de la façon dont il est fait qu'il est tout à fait adapté au dur travail des champs, entre autres sur la hauteur et tout ça, ça permettait d'ajuster. Mais bon, évidemment, avec l'industrialisation, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, on s'en doute bien. Au niveau agricole au Québec, la période industrielle a amené beaucoup de changements, mais ce souci-là quand même de préserver le bien-être des gens qui pratiquent l'agriculture, le bien-être des animaux également, est constant dans le temps. Merci beaucoup, Catherine. Alors bonjour, je me nomme Richard Bouchard, je suis copropriétaire de la ferme Pérou Incorporée à Baie-Saint-Paul. Mon frère et moi, en tout cas, nous sommes la 5e génération. Maintenant, il y a 6 générations. Là, le fils à Jean-Pierre qui est maintenant actionnaire, puis éventuellement, là, prochainement, il y a Carl et Julie, là, deux de mes enfants qui vont tomber actionnaires également. Donc, ce sera la 6e génération de la ferme ici. C'est une ferme axée sur la production laitière et
petit peu plus céréalière depuis un petit bout de temps parce qu'on a agrandi nos superficies cultivées. Donc, c'est notre domaine d'activité. Pas de secret meilleur qu'un autre. Nous autres, c'était notre histoire. C'est souvent comme ça que les fermes se transfèrent aussi. En agriculture, c'est souvent le pattern qu'on voit régulièrement parce qu'il ne faut pas se faire de cachette. C'est de partir à zéro. Il y en a qui le font, mais je leur lève mon chapeau. C'est pas le chemin le plus facile. Nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont laissé leur place, en fait. Puis notre oncle aussi qui nous a permis d'acquérir à un prix qu'on était capable de rentabiliser l'exploitation. Une centaine de têtes là, en élevage et en production. Donc, on traite 60, un peu au-delà de 60-62 vaches en lactation, une dizaine de mille kilos en moyenne de production laitière. On fait tout l'élevage de nos génisses. En fait, les femelles sont tous élevées à la ferme pour la reproduction, pour l'élevage, pour la production. En superficie, en culture, on cultive un 200 hectares. Donc, grosso modo, par année, on a à peu près une centaine d'hectares qui est soit en céréales, à peu près à part égale en orge, blé et soya. On a introduit ce soya récemment là, dans nos cultures. Puis, bien sûr, à la troisième année qu'on produit des céréales, bien, on implante nos prairies. Fait que c'est à peu près, grosso modo, nos superficies en culture. L'an passé, on a fait des rénovations ici. Avant ça, c'est l'ancienne étable, dans le fond, où on appelait ça une étable conventionnelle. Les animaux étaient attachés. Fait que quand on a fait nos rénovations, on a voulu donner plus d'espace, donner des facilités de travail pour nous autres aussi, puis améliorer aussi le logement des génisses. C'est pour ça qu'on a été en mode stabulation libre, dans le fond, avec des logettes. Fait que les animaux peuvent se développer, ils font de l'exercice un peu plus, peuvent se développer. On a mis des logettes comme ça pour les habituer également à pouvoir se lever avec une contrainte à l'avant, une structure en avant. Parce que quand ils vont avoir fini leur croissance, dans le fond, à l'âge de 2 ans, en principe, ils commencent leur carrière, leur production. Donc, ils vont tomber dans un mode attaché, dans l'étape conventionnelle. Donc, ils vont être habitués à se lever avec une structure comme ça. C'est comment de travailler avec les membres de sa famille? Est-ce que ça se passe bien? Oui, c'est stimulant parce que c'est intéressant de travailler avec l'autre génération parce qu'ils ont d'autres idées, ils ont d'autres, sans être blasés, si tu veux. Je ne me prétends pas d'être blasé, mais eux, ils ont plus de vision d'avenir. C'est sûr que c'est plus facile d'intégrer les nouvelles technologies avec eux également. Il faut se faire à l'idée également, puis une chance. C'est intéressant pour eux autres. Puis on essaie quand même aussi de garder des stimulations aussi pour ça. C'est sûr, parce qu'on se comprend bien que nous, ici, c'est un peu... le nombre de personnes qui travaillent ici, c'est à peu près pas le portrait régulier qu'on voit sur une ferme de notre dimension, parce qu'on est à peu près à peine plus gros qu'une ferme moyenne, si on veut, là, en termes de nombre de têtes et en termes de nombre de production. Par contre, c'est sûr qu'en règle générale, il y a moins de personnes qui travaillent à plein temps sur l'entreprise, mais nous, c'est le choix d'entreprise qu'on a fait à l'époque. Puis, regardez, c'est notre modèle à nous autres. Y a-tu bon, y a-tu pas bon? C'est pas à moi de le juger, mais regarde, c'est ça qui m'a permis de prendre la relève de la ferme chez nous. C'est ce qui a intéressé nos enfants. Pour notre modèle à nous autres, ça fonctionne. Ce qui est plus dur, c'est sûr, c'est les heures de travail. L'aspect financier, on ne s'en cachera pas que c'est sûr que les prix du lait sont moins intéressant dans les derniers mois, si on veut, même les dernières années. Donc, il faut être de plus en plus, là, on est de plus en plus challengé, il faut être de plus en plus efficace. On n'a pas beaucoup de latitude à ce niveau-là. Je pense que c'est de même à la ferme Pérou, puis c'est de même partout ailleurs. Là. Je pense que c'est comme ça, on est de plus en plus challengé, on a moins de latitude. Je pense que c'est peut-être un des aspects, mais encore là, on fonctionne. Puis c'est comme ça que ça nous permet de s'améliorer. Souvent, on entend dire « Ah, c'est bien avec la gestion de là, vous autres, vous pouvez vous endormir, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin, ils disent de votre protection, vous n'êtes pas stimulé, mais au contraire. » Ici, quand on a reconstruit en 2003, à l'époque, on a choisi ce mode de stabilisation attaché là.
c'est ça qui nous rendait plus confortable, mais on a quand même fait des choix. On a rajouté des matelas aux vaches, on a mis la barre d'attache la plus haute possible, encore là pour faire le moins d'entraves possible aux animaux. Puis là, tantôt, tu disais que même les chaînes sont un peu plus longues. Oui, exactement. Les chaînes sont plus longues, les chaînes ont 3 pieds. Donc, tout est fait pour que la vache, en tout cas, se reconnaisse le plus possible dans son comportement naturel. Qu'elle soit capable de se coucher la tête sur son flanc, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on peut, si on veut, contraindre le mode entravé. Il y a aussi, il faut comprendre que de plus en plus, la sélection naturelle a fait, comme au Québec, il y a beaucoup de troupeaux qui sont en mode attaché. Bien, la sélection naturelle, entre autres avec le centre d'insémination artificielle, ont fait que les choix de taureaux ont été faits pour croiser des animaux, des lignées avec des bons membres, des vaches fonctionnelles capables de rester des grandes périodes debout. Il y a les tailles des sabots qui se font régulièrement aussi. Bien, régulièrement, c'est de 2 à 3 fois par année pour maintenir les aplombs, parce que c'est sûr que les vaches ne s'usent pas le sabot. Le sabot, il pousse naturellement, donc on refait les aplombs. Encore là, je disais le matelas, l'ajout de litière, autant pour la propreté que pour le confort des animaux. Donc, on essaie d'améliorer le plus possible le confort. C'est ça qu'on installe en dessous chacune des vaches. C'est quand même confortable. C'est quand même confortable. Ce qu'on vise avec ça, dans le fond, c'est d'imiter un peu la texture du sol si c'est au champ. Oui, c'est ça, si c'est dehors. Parce que les vaches, c'est sûr, quand ils sont debout, les sabots ne maganent pas tant que ça, mais c'est quand ils sont couchés aussi. Il ne faut pas que ça soit trop abrasif par rapport au genre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met beaucoup de litière. Même s'il y a une toile, même si c'est trop abrasif, s'ils se lèvent, ils se laissent, c'est pas mieux. Mais dans le fond, c'est comme un matelas de camping. Exact. On couchait sur un matelas de camping. À l'année. À l'année, elles ont font du camping à l'année. À l'année. C'est quoi les actions qu'on pose au niveau des producteurs, au niveau des productions avec les animaux pour justement améliorer les conditions animales dans une ferme? Bien, il faut dire que c'est sûr qu'il y a un lien qui est très, très près là, entre le bien-être animal et le bien-être des producteurs. D'abord, il faut comprendre que nos animaux, c'est nos outils de travail. Fait que c'est sûr que les animaux, il faut qu'ils soient bien pour travailler. Faut leur rendre la vie la plus facile possible, comme n'importe quel intrant dans une entreprise. Donc, ça, c'est primordial. Donc, le bien-être animal, c'est fait en fonction de ça. Sauf que là, comme organisation, les producteurs de lait, on s'est donné des points de mesure, si on veut, pour prouver aux consommateurs également qu'on traite bien nos animaux. C'est pas tout de le faire, il faut être capable de le démontrer. Puis c'est comme ça dans tous les secteurs d'activité. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ils veulent, oui, ils aiment nos produits, ils aiment la profession, ils nous aiment comme producteurs. La seule chose qui les inquiète un peu, c'est peut-être les animaux. Parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les animaux sont humanisés. Là, avec Babe, les vaches, c'est bien fin, c'est bien cute, mais c'est quand même un outil de travail. Fait que c'est sûr qu'on s'est donné des paramètres pour mesurer ça, puis faire la démonstration que nos animaux sont bien traités. Il y a des cahiers de charges qui est rempli, puis chaque producteur va devoir faire la démonstration comme ça que nos animaux sont bien traités. Il y a différentes façons, dans le fond, d'améliorer les conditions des animaux dans les fermes. C'est pas, il y a plein de petites choses, c'est pas besoin d'être des gros changements non plus. Non, absolument pas. C'est d'ailleurs, ça passe par un paquet de détails. On n'a pas besoin de bâtir l'infrastructure de 2 millions puis de tout reloger, au contraire. Là, on peut, déjà, les producteurs ont fait beaucoup de choses, puis encore là, je le répète, il faut vraiment le démontrer. Autant les efforts de ventilation qu'on a fait depuis des années, là, dans les étables, maintenant, ça sent de moins en moins fort, si on veut. Puis des animaux, encore là, le lien il est là. Pour être confortable, pour bien travailler, il faut qu'il y ait l'approvisionnement en eau suffisant, il faut qu'il y ait une bonne ventilation, il faut qu'il y ait de la litière suffisante, il faut qu'il y ait une bonne alimentation de qualité puis en quantité suffisante. Donc, c'est tous ces paramètres-là ils vont de soi, mais il faut faire la démonstration. Avec le programme ProAction qui vient démontrer toutes ces choses-là, on a rajouté d'autres volets. Les autres volets, c'est tout simplement de démontrer comment on nourrit nos petits veaux. S'il y a des animaux malades, bien, faut expliquer comment on les traite, de quelle façon qu'on en prend soin. C'est tout simplement, encore là, de faire des démonstrations là, de ces choses-là. Mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, parce que des animaux bien gardés, il y en a de toutes les façons. Ça peut aller dans l'étable la plus vieille qu'on peut avoir au Québec. Il y a des animaux mal gardés dans des infrastructures flambantes neuves, comme il y a des animaux bien gardés dans des vieux bâtiments. Ça n'a rien à voir avec le mode de stabilisation libre ou attaché. Puis on le dit souvent aussi, un animal qui va bien produit plus. Donc c'est vraiment le cas quand vous améliorez leurs conditions.
c'est bon pour vous parce que c'est votre paye. Bien, ils nous le rendent. C'est sûr qu'ils nous le rendent économiquement, parce que c'est sûr que les vaches, plus elles sont confortables, plus elles produisent du lait. Là, ça passe bien au-delà de la nourriture, puis bien au-delà de la génétique. Ça va dans un paquet de facteurs comme ça. Puis aussi, c'est bien plus agréable de travailler dans un environnement qui est sain. Si les vaches sont bien, nous autres aussi, on n'est pas si mal aussi de travailler. Parce qu'il n'y a rien de plus drôle. Il faut penser, quand les heures qu'on passe à la ferme, dans l'étable, si on n'est pas confortable, c'est pas agréable non plus de travailler. À l'époque, on avait tous un oncle, un grand-père, un parent qui avait une ferme, puis on allait là l'été. Mais là, ce lien-là, il est de moins en moins présent. Fait que ce qu'on a comme référence en agriculture, c'est souvent ce qui peut être rapporté à la télévision, dans les médias, puis c'est souvent, malheureusement, des accidents. Des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, parce qu'il ne faut pas se faire d'accroire. Autant, je le répète encore, une ferme, c'est comme dans la société. Il peut y avoir des accidents aussi sur une entreprise, il peut y avoir des animaux malades, il peut même avoir des animaux maltraités, ça peut arriver. Mais souvent, la maltraitance, c'est souvent relié bien plus à de la maladie mentale. C'est souvent le propriétaire qui a peut-être bien plus besoin d'être aidé que les animaux. Fait que ça, comme dans la société, il y en arrive des accidents également. Ça, il y en a. Mais il faut être capable de les quantifier. Il faut être capable surtout de corriger quand il arrive des choses comme ça. Alors, c'est ce qui complète cette émission de La Voix agricole pour cette semaine. Merci à nos deux invités, Mélanie Gourde de la ferme Tremblay et Richard Bouchard de la ferme Pérou. Si vous avez besoin d'informations ou d'aide psychologique, le numéro apparaît en bas de l'écran. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je te vois encore la tête. Cette semaine, nous parlons d'agrotourisme et pour ce faire, nous allons aller découvrir la ferme Genet du côté de Saint-Nicolas à Lévis. Et ensuite, nous retournons sur la rive nord de Québec pour aller à Saint-Augustin, à la ferme de la Cité agricole, pour aller parler avec Frédéric Rochon. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.